moi, je pense que ce qui m'a amené à travailler sur moi, ça a été plutôt lié à mon passé, peut-être des comportements passés qui ont créé des équilibres. J'ai pu voir que ça venait plutôt du transgénérationnel ou de l'inconscient collectif avant même de venir des vies antérieures. Et ça, je pense que c'est important de rappeler ça parce que souvent, karma, on se dit vie antérieure, alors que il y a aussi notre passé, le transgénérationnel et l'inconscient collectif. Je suis Mallory Malmasson depuis plus de 10 ans. C'est une personne dont la qualité et l'éthique de travail sont immenses et que j'apprécie aussi énormément. Ses canaux subtils sont ouverts depuis son plus jeune âge et elle a su apprendre à vivre avec. Aujourd'hui, Mallory travaille de multiples façons pour partager, que ce soit avec les retraites qu'elle organise sur son écolieu, que ce soit à travers ses ouvrages, ses oracles, ses formations et son travail dans le milieu audiovisuel pour ne citer que quelques-unes de ses missions. J'avais déjà interviewé Mallory il y a 1 an sur le thème de l'élévation de la conscience. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de ce podcast. Et cette fois-ci, nous nous retrouvons à l'occasion de la sortie de son dernier livre appelé Karma, mode d'emploi, pour parler de ce concept passionnant. Je vous invite à vous installer confortablement pour écouter ce partage et plonger au cœur de votre karma afin de dénouer les nœuds qui vous empêchent encore d'avancer librement. Bonjour à tous et bonjour Mallory, je suis trop heureuse d'être avec toi aujourd'hui, comment vas-tu ? Je suis hyper heureuse aussi de te retrouver puisque c'est la 2e fois. Et je vais bien, je crois que j'ai la banane et j'ai de l'énergie, donc ça va super. Ah, génial. Et oui, effectivement, c'est la 2e fois parce qu'on avait déjà fait une interview ensemble qui s'appelait Comment s'élever en conscience, où tu avais déjà partagé plein de belles choses. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une autre thématique qui est celle du karma, puisque tu viens de sortir ton nouveau livre Karma, mode d'emploi, avec une méthode, des exercices et beaucoup de partage et de cas pratiques aussi. Je trouvais ça passionnant autour du karma, de ce concept qui est finalement assez mal compris. On en parle parfois comme ça en rigolant, mais de quoi est-ce qu'il s'agit vraiment? Est-ce que tu as envie qu'on entre dans ce sujet peut-être en nous donnant ta définition du karma? Ouais, carrément. Écoute, déjà, comme tu le dis, je pense que c'est une notion qui est souvent mal comprise. On donne souvent une définition, moi, que je trouve un peu réductrice, un petit peu caricaturale. Donc, je trouve ça important de venir mettre de la subtilité, si on peut dire ça comme ça. Donc, le karma, c'est avant tout une loi de cause à effet. D'ailleurs, karma, ça vient de karam, qui veut dire action. Après, il y a d'autres lois qui régissent le karma, mais en tout cas, c'est principalement cette loi de cause à effet qui dit que vraiment nos comportements, en tout cas nos actions, nos paroles, nos émotions, etc., vont avoir une résonance, une puissance vibratoire qui peut ensuite entraîner une forme de karma, alors qui va être positif ou négatif, même si j'aime pas trop cette vision un peu trop réductionniste. Après, on pourra y revenir si tu as envie. Et je pense aussi qu'au-delà d'être une loi, je pense que c'est aussi une philosophie universelle qu'on retrouve dans plusieurs traditions de sagesse. Et moi, je trouve que cette notion, elle est hyper importante à notre époque et que ce serait dommage de la squeezer parce que je pense qu'il y a vraiment des clés de conscience à aller chercher dedans. Et puis surtout, ça permet de faire un travail libérateur. Et puis je pense de veiller un peu plus justement à nos comportements, à ce qu'on dit, à ce qu'on pense, à ce qu'on ressent, être plus en conscience en tout cas, surtout quand on sait que 95% de ce que l'on fait ou de ce que l'on pense, que l'on dit, etc., c'est d'origine inconsciente. Donc, je pense que c'est une invitation à la conscience avant tout. Donc, ça me paraît être un peu capital. Ouais, merci beaucoup. Et c'est vrai que, en fait, quand on lit ton livre, petit à petit, au fur et à mesure des partages, des questions aussi que tu poses, j'ai fait beaucoup d'exercices. J'avais mon petit carnet à chaque fois pour faire des questions. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça super parce que j'ai aussi fait remonter des choses. Et c'est ça, en fait. Je crois que c'est en fait le travail que tu partages et qu'on peut partager aussi, c'est faire remonter des choses à la conscience, apporter de la conscience sur notre façon d'être. Mais là, c'est un angle encore différent où on va voir à quel point est-ce qu'on est créateur, quelles conséquences est-ce que ça peut avoir, notre façon d'être, mais sans culpabilité, avec aussi une grande bienveillance, mais aussi avec beaucoup de courage, je trouve. Ça demande d'aller explorer ces parts d'ombre. Euh,
Voilà. Et comment est-ce que toi, sur ton chemin, peut-être d'abord personnel, est-ce que tu as cheminé avec cette idée de karma, peut-être des prises de conscience que tu as eues? Je sais que tu as aussi la casquette de thérapeute, on pourra y revenir, et tu as dû aussi voir beaucoup de choses, des schémas qui se sont répétés chez les personnes, mais peut-être toi déjà dans ton chemin personnel, comment est-ce que tu as cheminé avec cette idée de karma et justement, entre la culpabilité, justement de ne pas se la faire porter, la bienveillance, mais aussi le courage d'aller explorer. Ouais. Alors moi je pense que j'ai rencontré personnellement cette notion en la rencontrant via quand même les séances que je faisais, les consultations. Donc ça m'a amené à travailler sur moi en même temps, mais ça a plutôt été plein de petites choses à dénouer au fur et à mesure. Mais c'est vraiment le fait de faire des consultations, des séances qui me permettaient de comprendre au fur et à mesure, d'avoir une perspective qui s'élargissait, de comprendre les subtilités, les nuances et donc d'aller un petit peu nettoyer le fond de la casserole, si on peut dire ça comme ça. Et je pense qu'une des premières révélations entre guillemets, ça a vraiment été déjà de me dire le karma, c'est pas une force vindicative ni punitive. Donc moi-même, qui avait l'impression un peu de subir les choses des fois dans ma vie ou d'avoir l'impression que les autres subissaient, déjà de changer cette perspective-là, ça m'a mis en tant qu'actrice et ça m'a aidé à rendre les autres aussi acteurs. Vraiment de me dire que c'était pas une fatalité, que ça supprimait pas le libre arbitre aussi, parce que souvent on va se dire que le karma, il y a une notion un petit peu de destin, de destinée préécrite. Alors évidemment, des fois, il y a des choses qui sont préécrites, mais on peut être acteur, changer les choses à n'importe quel moment, pas subir. Donc ça, je pense que ça m'a vraiment aidé. Mais moi, j'ai pas eu, si tu veux, un gros événement qui m'a fait dire, tiens, je nettoie mon karma. Ça a vraiment été progressif. Et encore aujourd'hui, je traite des informations, peut-être parce que c'est important de mentionner le fait que le karma aussi peut être indépendant du concept de réincarnation que moi je pense que ce qui m'a amené à travailler sur moi ça a été plutôt lié à mon passé qui peut-être des comportements passés qui ont créé des équilibres. J'ai pu voir que ça venait plutôt du transgénérationnel ou de l'inconscient collectif avant même de venir des vies antérieures. Et ça, je pense que c'est important de rappeler ça parce que souvent, karma, on se dit vie antérieure, alors que il y a aussi notre passé, le transgénérationnel et l'inconscient collectif. Donc voilà, moi, ça a plutôt été des petits dossiers à traiter par-ci, par-là. Voilà, mais j'ai pas eu un gros truc, alors que souvent on sait que les gens arrivent la souffrance pour pouvoir évoluer, comprendre des choses, comprendre qu'on est dans un nœud karmique. Mais moi, j'ai pas eu affaire à une grosse impasse karmique quand j'ai commencé à travailler sur le karma. J'ai plutôt eu là ces dernières années avec le trop plein de faire, faire, faire. Mais sinon, je l'ai pas eu avant. Alors que je voyais bien que les gens que j'aidais, que j'accompagnais, eux étaient dans des gros nœuds karmiques, des grosses impasses. Et ensuite, on repartait en arrière pour comprendre d'où ça venait. Mais voilà, ça s'est plus passé comme ça. Je sais pas si ça répond à ta question, mais... Ouais, si, absolument, ça répond à la question. Et du coup, tu as partagé plein d'autres choses aussi. Et peut-être pour résumer, on comprend bien que donc le karma peut venir donc de nos vies antérieures, ça c'est souvent ce qu'on s'imagine, mais pas seulement, comme tu l'as dit, du transgénérationnel, du collectif. Et j'ai aussi envie de te poser des questions sur ça. Quoi d'autre? Est-ce que j'en oublie? De notre passé, bien sûr, dans cette incarnation-là, de nos choix au préalable. Et donc, en fait, tout ça tu l'expliques dans ton livre, c'est comme va générer en fait un stock d'informations, comme un petit nuage avec voilà tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on a été, et elle va avoir une conséquence. Donc, pour sortir un peu de la vision peut-être manichéenne, positif, négatif, il y a cette idée-là. Et donc, quand on chemine comme ça avec le karma, on regarde un petit peu sa vie, c'est ce que tu nous aides à faire avec ton livre, beaucoup de questions, un joli processus. Ok, on regarde un petit peu ce que tu donnes comme conseil. On commence par quels sont les schémas répétitifs finalement de ma vie. Est-ce qu'il y a un schéma qui se présente sous différentes formes et que je peux rencontrer? Pour toi, c'est la première étape pour rencontrer ce que tu appelles des nœuds karmiques, c'est-à-dire des endroits de blocage, des endroits où toute l'énergie elle est un petit peu coincée et on est invité à la réguler. Qu'est-ce qu'on fait ensuite une fois qu'on a rencontré ce nœud karmique, sans évidemment remplacer ton livre et la méthode que tu partages? Moi, vu que ça prend du temps, de toute façon, on risque pas de le remplacer. Mais déjà, c'est peut-être important de dire pourquoi on commence par les nœuds karmiques. C'est Hmm. juste pour dire
ça veut dire qu'il y a un karma qui est à maturité, donc ça veut dire qu'il est temps de le traiter. Et je pense que ça, c'est aussi important parce que les gens ont l'impression de subir, comme on dit tout à l'heure, alors qu'en fait, c'est une invitation à la mise en action. Et puis surtout, bah, quand le nœud est créé qu'il y a cette impasse, ça veut dire, bon, je peux pas faire autrement qu'aller vers la transcendance finalement et aller comprendre pourquoi c'est là et comment détricoter un petit peu tout ça pour venir relâcher le nœud un peu parce que plus on tire dessus, bah, plus ça serre, donc plus ça se cristallise. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire ça. Donc ensuite, quand on va repérer le nœud karmique, ça permet de comprendre le schéma karmique, qu'est-ce qui nous a entraîné à ça. Donc souvent des comportements, des croyances, des types de peurs qui font qu'on attire certains types de situations, certains types de personnes. Puis c'est juste que en fait la répétition de comportements de toute façon entraîne tout le temps le même résultat. Donc ça veut dire que pour changer les effets, il faut changer les causes. Donc ça invite ensuite à remettre de la conscience sur les actions, les paroles, comme on disait tout à l'heure sur ce que l'on ressent, etc. Donc pour moi, il y a une invitation vraiment à être en conscience et ensuite à désamorcer justement ces pensées, ces paroles, ces comportements, souvent les réactions, qui sont souvent quand même déséquilibrées parce que faut rappeler que le karma, il se crée quand on part dans des déséquilibres, quand on offense une loi karmique aussi, mais de toute façon, quand on offense une loi karmique, on va dans des équilibres. Et l'invitation quand même spirituelle, c'est d'être dans la fameuse voie du milieu, où on va être dans un état de plénitude, d'unité intérieure, on va cesser les paradoxes, les tiraillements et tout. Donc, c'est une invitation à repositionner une action juste, alignée, consciente. Et pour ça, ça demande de désamorcer des automatismes. Et là, c'est une étape qui est un petit peu difficile parce que, au-delà même du côté spirituel, on en appelle à la neurologie. Donc, ça prend du temps de déprogrammer le cerveau qui est vraiment câblé pour que l'on répète les mêmes schémas pour gagner un petit peu de temps. Mais bon, quand sur le chemin spirituel, c'est l'heure de déprogrammer ça, ben voilà, il faut shifter. Et souvent, il n'y a que la conscience qui permet de déprogrammer l'inconscient. Et puis des techniques, on peut rencontrer évidemment des thérapeutes, utiliser l'hypnose, il y a plein de moyens, mais il y a une invitation à la responsabilisation de par la conscience à avoir sur comment on est, quoi, en fait. Enfin, ça, c'est pour faire simple, hein, parce que sinon, c'est un petit peu, c'est quand même tout un cheminement. Donc voilà. Après, il y a une invitation évidemment à respecter les lois karmiques, par exemple. Il y a une invitation aussi à travailler sur les blessures psychiques, comme les blessures physiques qu'on a pu avoir, ou que nos ancêtres ont pu nous léguer, ou que l'inconscient collectif a pu nous léguer, ou nos vies intérieures. Donc c'est quand même un sac de nœuds. Il y a les vœux et les pactes aussi qu'on a pu faire, ou nos ancêtres ont pu faire, qui peuvent nous influencer. Donc il va y avoir aussi une invitation à des prises de conscience à ces niveaux-là pour reprogrammer certains types de croyances. Mais ces mêmes croyances qui sont liées à des peurs, qui ensuite induisent des comportements. Donc voilà. Ça paraît complexe, mais je crois que quand on est dedans et qu'on identifie bien le nœud, c'est assez facile de se dire, attends, qu'est-ce qui cause ce nœud? C'est ce type de comportement. Bon, je vais juste faire attention à cet endroit-là. Par contre, ça va me demander un effort ou du courage, comme tu disais au début, parce que ça demande beaucoup de transcendance, donc beaucoup de volonté. Ça demande, moi je dis d'activer les trois feux, vraiment le feu des tripes, être volontaire, le feu du cœur, c'est-à-dire avoir suffisamment d'amour pour soi aussi, être appelé par un changement qui va nous faire du bien et faire du bien aux autres, et le feu de l'esprit pour aussi visualiser, créer une nouvelle réalité et tout. Et je pense que aussi, ce qui est quand même très important, moi je dis aux gens, bon, les nœuds karmiques, peut-être que vous en fichez, vous dites, bon, je suis dans mon nœud, puis de toute façon, c'est comme ça, mais quand ça génère de la souffrance autour de nous et en nous, en fait, il y a un moment, j'ai envie de dire qu'on est obligé de répondre à l'invitation karmique qui se présente. Parce qu'il y a ça aussi d'important, c'est que chaque nœud karmique a de sous-jacent des invitations karmiques. Donc aussi, ça permet de savoir à quoi on est invité. Et quand on saisit bien à quoi on est invité, on peut répondre ou pas, en tout cas, à l'invitation plutôt que de subir la réalité dans laquelle on se trouve et dans laquelle on est bloqué finalement. Hmm. C'est comme s'il y avait, on regardait les choses différemment. Tout d'un coup, c'est une opportunité de grandir parce qu'on est prêt et qu'on a cette capacité à aller nettoyer ou débloquer certaines choses. Donc, c'est plutôt positif, plutôt que, comme tu disais, subir des vagues, des claques dans la tête de la vie parce que, voilà, on se prend certaines expériences, etc. Donc, passionnant
bien sûr, il y a tous les éléments que tu partages, les lois du karma dont tu parles dans ton livre, ces 12 lois qui créent du karma et qui sont pas uniquement effectivement la loi de cause à effet, mais aussi ces questions de nœuds karmiques, ces questions de répétition, la volonté qu'il faut mettre déployer pour ensuite commencer à cheminer, à désamorcer ces nœuds karmiques et qui prend en fait du temps et de l'énergie. On peut être aussi accompagné dans ce processus, c'est vrai. Et donc toi, tu es encore thérapeute, tu as beaucoup en tout cas accompagné de personnes et tu racontes certains exemples dans ton ouvrage. Et tu as vu aussi à l'œuvre ce que peuvent faire des mémoires karmiques problématiques, des mémoires karmiques bloquantes. Est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu? Et ma question que je me demandais en lisant ton livre aussi, c'est est-ce que tu as vu des schémas récurrents qui sont peut-être les signes de notre niveau de conscience actuel sur Terre? Oui, alors dans les choses récurrentes, c'est souvent vachement lié aux archétypes, puisque les archétypes, on va les retrouver au niveau de la programmation inconsciente de notre psyché, parce que c'est 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 des choses qui ont été suffisamment répétées pour que ça s'engramme en fait en nous. Donc il y a des choses qu'on va retrouver, c'est-à-dire que chaque archétype limite va avoir un type de comportement qui a un impact sur le karma individuel parce qu'il y a un impact au niveau d'un karma aussi planétaire, si on peut dire ça comme ça. Donc, ouais, il y a des grandes choses qu'on va retrouver, mais surtout, à la limite, pour rentrer encore plus dans un détail où tout le monde peut se reconnaître, on va tout le temps retrouver des karmas au niveau du triangle de Karpman avec le côté victime, sauveur, bourreau. Autant d'ailleurs à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on peut tantôt être son bourreau, sa propre victime et son propre sauveur selon les phases dans lesquelles on est. Mais moi, je trouve que déjà, si au niveau de l'humanité, on sortait de ce schéma personnellement et qu'on arrêtait ensuite de le faire vivre à d'autres, on sortirait d'un gros, gros nœud karmique. Parce que finalement, tout est tenu dans ce triangle et je pense que vraiment, si on arrivait à le faire péter, il y a vraiment un truc qui pourrait se libérer. Après, aussi peut-être que pour donner des exemples, c'est important de rappeler que le karma, on peut le trouver dans absolument tous les domaines de la vie, que ce soit relationnel, amical, amoureux, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan de la santé. Voilà, au niveau du travail, on peut le retrouver vraiment n'importe où, de la sexualité, puisque comme je disais, vu que c'est à la base lié à des déséquilibres, il y a une invitation au rééquilibrage. Après, justement, s'il faut rentrer, mais après, j'ai peur qu'on tombe dans un truc un peu caricatural aussi, stéréotypé, c'est que si on part sur les finances, bon, on va voir qu'il y a des gens qui ont une grosse partie de la richesse mondiale, une autre partie bah, qui est complètement pauvre. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un équilibre à trouver? Mais tant qu'il y a des victimes, bah, des autres bourreaux, bah, là, on est coincé, par exemple. Au niveau des relations, c'est pareil, on retrouve ce même triangle sans arrêt. Donc, on va tout le temps attirer le même type de personnes. Par exemple, là en ce moment, on sait que c'était un peu la mode, entre guillemets, j'aime pas dire ce mot, mais on entendait parler des pervers narcissiques à tout va. Mais là, c'est aussi des schémas karmiques qui émergent dans l'humanité parce que de l'autre côté, il y a une invitation pour les victimes à s'empuissancer, à retrouver un équilibre, à reprendre conscience de leurs valeurs. Donc voilà, à chaque fois, les schémas viennent dire quelque chose qui est là, qui est bloqué, qui est sclérosé et qui a voilà, une énergie qui est coincée, qui a besoin de retrouver bah, sa liberté en fait. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, pour moi, j'aime bien dire que les cages d'hier seront les tremplins de demain. Et ça me paraît hyper important. Donc voilà. Mais c'est dur pour moi de dire qu'il y a des grandes mémoires qui reviennent, mis à part qu'on va retrouver voilà, des mémoires beaucoup d'emprisonnement, de morts violentes. Ces morts violentes, elles ont quand même un impact aujourd'hui, même parfois sur notre santé, ou en tout cas, on va les retrouver parfois sous la forme de phobie. Enfin, moi, je dirais que dans 80% des cas où des gens sont arrivés avec des phobies, ça a été lié quand même à des mémoires karmiques où il y a eu un trauma psychologique qui a une incidence aujourd'hui. Je me rappelle, moi, j'ai eu quelqu'un, vraiment une personne qui avait extrêmement peur du noir. Et en fait, juste dans les régressions, on s'est rendu compte qu'il y avait une mémoire où elle était morte sous des éboulis. Elle est restée tellement longtemps dans le noir, sous les décombres, qu'en fait, elle a associé le noir à la mort, à l'étouffement, etc. Donc, ça crée des crises de panique chez elle.
Donc, bon, voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres. Il y en a tellement, je finis même par les oublier, mais voilà, C'est intéressant parce que c'est ça assez permet de passionnant. comprendre comment ça fonctionne. Oui, et c'est passionnant aussi. Et je trouve que ça nous remet dans le cadre parce que des fois, on est un petit peu dans notre vie quotidienne, la tête dans le guidon d'une certaine manière. Et tout d'un coup, quand on commence ce chemin karmique aussi, ça nous remet dans un cadre qui est beaucoup plus grand. Et c'est beau aussi ça, c'est-à-dire le cadre de notre lignée familiale, de nos expériences d'incarnation successives et puis aussi de l'humanité tout entière, cette grande famille qu'on est aussi parce que ça nous impacte aussi. En t'écoutant, je me posais la question, est-ce que selon toi, on a besoin de savoir d'où vient la mémoire pour pouvoir la traiter? Tu vois, est-ce qu'on a besoin de savoir, d'avoir de nouveau le souvenir qui émerge ou de comprendre quel ancêtre a vécu quelle chose de manière à venir libérer le nœud karmique? Ouais, pas forcément, parce que je peux comprendre que ça peut être vertigineux, puis on peut se sentir impuissant, de se dire, mais attends, moi, j'ai pas accès à tout ça. Il n'y a pas besoin d'avoir accès à tout ça. Après, enfin, je vais y revenir, mais si on ressent l'appel, par contre, d'aller fouiller dans la lignée, d'aller travailler sur la psychogénéalogie, par exemple, il faut suivre cet appel parce que, en effet, il y a peut-être une mémoire précise, qui a une subtilité qu'il est bon de comprendre. Donc ça, après, chacun a son cheminement personnel et spirituel qui va l'emmener à aller peut-être plus loin s'il a envie à comprendre, voilà, certaines nuances. Mais à la base, il n'y a vraiment pas besoin d'aller faire ces régressions dans le sens où, de toute façon, les nœuds karmiques que l'on vit aujourd'hui prennent déjà la forme des blocages qui étaient existants autrefois. Donc, si on observe un petit peu la situation et qu'on se dit, elle a été causée parce que je me comporte de cette façon, parce que j'ai peur de ça, parce que je crois ceci, je crois cela, parce que vu qu'on travaille, on crée des autoprophéties, bah déjà, en fait, juste en s'observant aujourd'hui tout ce système racinaire au niveau psychique, au niveau psychologique, on va pouvoir comprendre des choses et avoir déjà une mise en lumière qui va être énorme. Après, ça demande de plonger, bah voilà, dans les pardons, comme on disait tout à l'heure. Je pense vraiment avec une intention d'honnêteté, parce que et d'authenticité, d'intégrité, pour vraiment se dire, ok, je m'avoue des choses, j'arrête d'occulter d'autres choses. Voilà, et je plonge au cœur du vrai. En tout cas, j'ose me dire des choses. Mais Mm. voilà, il y a vraiment pas besoin de régression. C'est sûr qu'il y a des gens qui bossent beaucoup sur eux, qui font un long chemin, ils vont avoir des régressions, en tout cas des clés de conscience à droite à gauche, qui viennent compléter le puzzle. Finalement, moi, j'ai envie de dire, tu vois, mais il y a vraiment pas besoin. Donc, pour moi, c'est là où les gens se sentent impuissants, je leur dis bah non en fait, parce que de toute façon, ce qui est à maturité, tu l'as déjà reproduit aujourd'hui dans ta vie et souvent même depuis l'enfance. Donc tous les petits éléments qui s'ajoutent te permettent d'avoir quand même une vision panoramique de la chose. Donc voilà, pour moi c'est un petit peu comme une enquête et j'aime bien dire c'est un peu un jeu de piste thérapeutique et le voir un petit peu comme quelque chose de ludique plutôt que comme je subis le truc. Et puis attention aussi parce que j'ai l'impression que des gens boss pour se dire bon comme ça un jour je vais être libérée, je vais être tranquille. En fait il y a tout le temps des trucs à traiter quand même, il y a tout le temps des choses qui remontent du fond du panier, du fond de la casserole. Donc je pense que c'est aussi comme tu disais là on rentre dans quelque chose de plus vaste dans le sens où moi je trouve que c'est important d'avoir ce dézoom aussi parce qu'il y a un moment il faut aussi se détacher du personnage que l'on est. Oui là Mallory dans cette incarnation elle vit ceci, elle vit cela à cause de ces mémoires là et tout, mais aussi je peux décider de plus être Mallory, de dézoomer encore plus, de me remettre dans mon soi et de se dire, wow, je mets un peu juste de lumière, d'amour, de clarté. Et déjà, juste par cette posture, bon, ça demande, je pense, beaucoup de méditation, beaucoup de, voilà, de hauteur émotionnellement. Mais déjà, cette posture-là va venir apaiser beaucoup de choses, va libérer les choses, comme je disais tout à l'heure, ça va un petit peu redonner du lest au nœud qui s'est trop serré et ça va déjà beaucoup aider, moi, je crois. C'est vrai. Un truc que tu partages aussi dans ton livre et que je trouvais très puissant, c'est dans justement, pour continuer ce que tu dis, ce chemin d'exploration, d'aller dénouer ces nœuds, etc. Il y a généralement une phase où on va reconnaître là où finalement on a fait des erreurs. Alors on n'est pas obligé d'utiliser le mot erreur, mais là où on a dévié de la voie du milieu, là où on a été dans du déséquilibre, ou peut-être on a blessé des gens, ou peut-être on s'est soi-même blessé. Et ça, je trouve si puissant de... Et je crois que c'est là où il y a aussi cette notion de courage et de volonté dont on parlait, d'aller reconnaître et d'aller soit présenter le pardon, d'avoir de véritables regrets sans tomber dans l'excès et de s'auto-flageller à vie, mais d'avoir cette ouverture de cœur, de venir reconnaître avec sincérité que l'on a peut-être
vécu ou fait quelque chose qui a pu générer du tort à l'univers, pour dire les choses en grand, parce que ça peut être le soi, l'autre, la nature, etc. Et j'avais envie que tu nous parles peut-être un petit peu plus de ça, de ce chemin, de ce moment où on vient soit demander pardon, soit ressentir ce regret. Et je pense que certaines personnes peuvent rester bloquées un petit peu dans cette phase-là où surtout quand on a un éveil spirituel, ensuite on regarde, on se dit mais j'ai été dans l'erreur, ou j'ai été à côté, ou j'ai pu faire du tort, etc. Et parfois il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent oui, qui se sentent bloqués en fait là-dedans, qui se sentent un petit peu désemparés. Comment faire pour, une fois qu'on a ouvert son cœur et qu'on s'est ouvert à cette part de reconnaissance de la vérité, pour en sortir et se mouvoir un petit peu dans une autre énergie qui est celle voilà, du chemin. Ouais. Bah, je pense que déjà, il y a l'invitation à sortir de la culpabilité. Ça, c'est un karma très occidental, notamment. Donc là, ça veut dire qu'on reconnaît qu'on a été bourreau. Et si on reste finalement dans la culpabilité, on devient victime. Donc, c'est vraiment une invitation à sortir de ça et de se dire justement, vu que ça peut représenter une connexion à nos parts d'ombre, ah bah tiens, j'ai fait ça, ou même j'ai été victime. C'est une forme de part d'ombre parce qu'il y a un moi blessé que souvent on va laisser dans une forme d'obscurité. Vu que l'ombre, elle a besoin qu'on vienne mettre de la lumière dessus, pour moi, mettre de la lumière, ça veut dire mettre de la conscience. Et mettre de la conscience, ça veut dire mettre beaucoup d'amour et ça veut dire donc mettre beaucoup de paix pour retrouver cette unité intérieure, cette plénitude, cette complétude. Donc, je pense que ça, c'est un chemin déjà en soi. Presque limite, ça peut être karmique de ressentir une forme de culpabilité. Je pense qu'ensuite, justement, c'est peut-être intéressant d'aller travailler sur une des autres lois, qui est celle de l'impermanence, c'est-à-dire que même si on a été hyper chouette à un moment, bah, peut-être que c'est normal qu'à un autre moment, on ait fait de la merde, entre guillemets, et qu'on doit être OK avec ça. Enfin, ça justifie pas qu'après, on ait le droit de faire n'importe quoi et tout, mais bon, on sait que l'erreur, elle est humaine, et c'est pas parce qu'on est en perfectionnement spirituel, si on peut employer les grands termes, qu'on va pas commettre des erreurs. Donc moi, je pense que ça inspire aussi à se laisser une marge de manœuvre, à se dire on reste quand même des humains incarnés. Il y a un moment, la perfection, on sait que ça n'existe pas. Aussi, si on prend la loi du miroir et de la responsabilité, ça invite à se remettre en question pour justement grandir de la prise de conscience. Donc dès qu'on sait que ça nous a permis d'apprendre quelque chose et de se dire à partir de là, je sais que je vais pas refaire ça, et qu'en plus, grâce à ça, je vais plutôt me conduire comme ça, bon bah déjà, franchement, le truc, il est en grande partie libéré. Et si on rappelle la loi de concentration, plus on se concentre sur quelque chose, plus on le fait exister. Donc, plus on va rester sur, par exemple, victime, oh, on m'a fait subir ça, ou oh mon Dieu, j'ai fait subir ça à quelqu'un. Finalement, plus on va le cristalliser, on va le retenir aussi en otage. Donc, moi, je trouve qu'il y a vraiment une importance de remettre cet amour pour qu'il y ait cette libération, que l'énergie recircule, dans un sens comme dans l'autre, hein, que ce soit celui qui a subi ou qui a fait subir. Et après, bah, si on prend la loi de la patience et de la récompense, bon, c'est savoir qu'il y a plein de petites étapes et que ça va peut-être pas se faire en une fois, que la première marche est autant importante que la dernière, mais que par contre, dès qu'on est dans une démarche sincère avec une vraie pureté intentionnelle, à un moment, ça va revenir. Alors, ça va revenir, ça veut pas dire que c'est de l'argent qui va nous tomber dessus, des opportunités de malade, mais ça peut être juste déjà un vent de liberté en soi, la culpabilité, bah voilà, qui est transmutée en quelque chose de porteur. Et moi, je pense que déjà, bah, c'est assez formidable, quoi. Et en plus, je me dis, il y a la 12e loi qui est la loi de la valeur et de l'inspiration. C'est que si toi, tu as le courage de faire ce chemin et ensuite une sorte de petit élixir ambulant, le remède, parce que toi-même, tu l'as trouvé en toi, tu le rayonnes et ça inspire d'autres à se dire, waouh, moi aussi, en fait, cette vibration, elle me donne envie, donc moi aussi, je vais faire le chemin. Donc, je pense que ça crée quelque chose d'assez vertueux et magique. Ouais, c'est vrai, parce qu'on est aussi les potentiels d'activation, de guérison des autres avec notre propre chemin, et ça, j'adore aussi cette idée. Comment est-ce qu'on sait qu'un karma est nettoyé? Ça y est, on a récuré le fond de la casserole, elle est étincelante comme neuve. Alors, je suis pas sûre qu'on ait fait un jour la casserole en inox qui rebrille. Je pense qu'il y a toujours un petit résidu, mais qui est intéressant parce que ça laisse un fond en nous. Justement, ça laisse, ça valide aussi le parcours qui a été fait. Donc, c'est la racine, elle disparaît jamais complètement. D'ailleurs, elle pourrait être réactivée à n'importe quel moment. Des fois, on pense même qu'on a traité un truc, ça revient 10 ans plus tard sous une autre forme pour aller traiter une nouvelle nuance, une nouvelle subtilité. Parce que pour être un peu, enfin, clairement, moi, je vois des gens, enfin,
pour quand même étudier le karma de beaucoup de gens, souvent, c'est le même karma qu'on a toute notre vie et après, on le libère plus ou moins, voilà, dans ses subtilités et ses nuances. Mais en gros, c'est un peu le même dossier qui nous suit, qui prend des formes différentes. Voilà. Donc, on ouvre d'autres tiroirs. Donc, faut pas se démoraliser. Par contre, faut garder l'énergie de joie. Mais on sait que c'est traité parce que le nœud karmique, en général, bah, il se débloque. Ça recircule. On va attirer, par exemple, de nouveaux types de personnes. Je sais pas, il y a peut-être un métier dont on avait envie, on n'y arrivait pas, on était dans nos programmes d'auto-sabotage, vous, ça se déverrouille, il y a une opportunité. Enfin, en gros, le nœud karmique se déverrouille ou, je sais pas, la maladie disparaît. Alors, on n'enlève pas les raisons médicales et les traitements médicaux, etc. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, même sur une phobie, la phobie n'est plus là, la personne est libérée. Voilà, donc en général, c'est qu'on sent que ça recircule à nouveau, qu'on a aussi une déprogrammation qui s'est effectuée, c'est-à-dire qu'on est libéré d'une croyance, souvent libéré de peur. Si je prends mon exemple personnel sur la peur de m'arrêter de faire et peut-être la peur d'être dans l'être, ben en fait, j'étais pas incapable de me poser plus d'une heure sans avoir justement cette culpabilité qui arrivait. Là, je pense que le dossier il est traité parce que je me pose et je me sens bien, par exemple, quand je me pose, je sens que justement la culpabilité n'est plus présente et cette pause me régénère pour ensuite être dans l'être ou être dans le faire encore avec plus de justesse. Donc voilà, je pense qu'il y a juste une circulation qui se refait après que le nœud est sauté et puis surtout c'est ce qu'on ressent en soi. On retrouve ce que je disais, sentiment d'unité, plus de paradoxe, plus de tiraillement, plénitude, complétude, paix intérieure, sentiment de manifestation, de plus subir. Et ça ne veut pas dire que ça va rester in vitam aeternam. Ça veut dire qu'il y a un moment où on profite de ce temps-là aussi, parce que avec tout ce qui est le concept du rythme via les lois hermétiques, on sait très bien qu'il y a des moments de pause dans la vie. Ça marche aussi pour nos prises de conscience, pour l'assimilation, l'intégration. En général, ensuite, voilà, c'est un temps de repos, de régénération, et ensuite, on va repartir avec une nouvelle information vibratoire. Et vu que voilà, l'information vibratoire elle a changé, on n'attire plus les mêmes choses puisque on est sur une autre ligne temporelle, si on peut dire ça comme ça. Notre personnalité a changé, donc notre réalité personnelle change aussi. Et puis voilà. Enfin, ça c'est pour aussi faire simple, mais voilà, il y a quelque chose en tout cas qui est libéré. Ouais, c'est ça. Et ça répondait aussi à ma question de comment, qu'est-ce qui se passe en fait quand un nœud karmique est libéré? Et tu as répondu, déjà, on se sent différemment. Et puis, la vie nous renvoie aussi forcément des expériences différentes, puisque ça y est, l'énergie circule, comme tu l'as très bien dit. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, est-ce que on passe à la casserole suivante une fois qu'on a assimilé, qu'on a intégré? Est-ce que ensuite on se dit ah bah tiens, ça y est, je suis prêt pour passer à la casserole ou à l'assiette ou à ce qu'on veut? Ou bien est-ce que comme tu disais, on revient généralement à ce même karma, à différentes facettes de cette même voilà, de ce même dossier, de cette même information? Ouais, souvent parce qu'en fait, je remarque qu'il y a les petits tests karmiques aussi qui viennent pour savoir si l'assimilation s'est bien faite. Moi, par exemple, j'avais vachement travaillé sur les mémoires d'abus, donc j'avais vraiment appris à m'affirmer, mais surtout face à des gens, par exemple, hyper désagréables, tu vois, dans le forcing. Mais finalement, après, je voyais que je n'étais pas face aux personnes, par exemple, douces, gentilles, mais finalement qui créent une autre forme d'abus chez moi, par exemple. Donc, tu vois, là, ça devient un peu pernicieux, c'est-à-dire que il y a une subtilité à acquérir qui est encore plus touchy, mais qui est hyper intéressante. Et puis, par exemple, moi, je vois très bien qu'au fur et à mesure que j'ai encore plus compris les causes aussi de cette capacité à me laisser abuser, jusqu'à remonter, par exemple, à ma naissance, où il y a... Moi, je choisis pas la date où je nais, c'est tu vois, un accouchement déclenché, on me sort par les forceps, et je me dis, si je me laisse pas faire, je vais mourir. Donc après, à travailler là-dessus, ça m'a amené juste, par exemple, à pu me forcer à plein d'autres endroits. Et par exemple, même quand j'étais dans le fer, j'étais tout le temps dans le fait de me forcer à. Je suis fatiguée, mais bon, je me force un peu. Donc tu vois, ça a été vraiment des petites nuances supplémentaires. Donc je sais pas s'il y a une casserole qu'on a nettoyée, une autre qui arrive. Pour moi, c'est plus ou moins tout le temps la même, avec des dossiers quand même qui se ressemblent. Mais moi, je pense qu'on a quelques gros dossiers qu'on traite et qui sont là. Et après, peut-être ce qui est touchy, c'est que, enfin, vu que c'est vachement lié à des déséquilibres, le karma, c'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui a été dans le trop faire et qui, par exemple, se dit, bon, là, maintenant, il faut que je calme ça, souvent, pour atteindre la voie du milieu, va partir de l'autre côté. C'est-à-dire, limite, je fais plus rien, j'apprécie.
Donc, on vacille souvent, on oscille d'un côté et de l'autre, et ensuite, on a l'invitation qui est, ben, on trouve le bon équilibre, mais ça, souvent, les gens s'en rejettent cet équilibre et de cette justesse, parce que c'est tellement difficile à trouver, ça demande vraiment d'être un équilibriste, d'essayer un truc, de refaire, de réessayer. C'est plus dur, enfin, c'est plus facile de dire limite, fuck, je pars de l'autre extrême, et puis limite, ça me fait du bien parce que c'est facile d'être dans les extrêmes et que ce truc-là, c'est pour ça que je sais pas si il y a une nouvelle casserole, mais en tout cas, il y a un équilibre encore plus, tu vois, plus délicat à trouver, je trouve. Et voilà. Et après, je pense que il y a des gens qui sont peut-être, en fait, j'ai l'impression que les gens qui travaillent sur eux spirituellement, qui sont hyper assidus, ils traitent quand même les dossiers de manière un peu rapide. Les dossiers, ils arrivent un petit peu à la suite. Il y a un peu un effet rapide domino comme ça qui est là. Alors que les personnes qui travaillent pas sur elles, t'as l'impression que c'est un dossier qui tombe, mais limite qui les suit toute leur vie. Tu vois, ils auront même pas fini de débloquer le premier nœud, limite à la fin de leur vie, parce que ils sont pas dans cette démarche active de transmutation. Mais c'est possible que voilà, des gens qui soient vachement sur un chemin actif de transmutation aient l'impression ils se prennent des baffes toutes les semaines, mais parce qu'il y a une forme d'intention qui a été posée de traiter les dossiers, tu vois, et de nettoyer les casseroles. Hmm. Je sais pas. Il faut pas oublier aussi qu'il y a un timing qui nous échappe. Euh, donc casserole, pas nouvelle casserole, il y a en tout cas un timing et on peut pas précipiter les choses non plus. Moi, je le vois bien. Je croyais que je prenais des raccourcis à un moment. Bah non, en fait, il y a un besoin de temps qui est là et les dossiers, bah, ils sortent quand on s'y attend pas. Hein. C'est pas nous qui nous disons, oh bah, tiens, je suis tel dossier là. Moi, en ce moment, j'ai envie de transmuter ça. On voit bien que ça nous tombe un peu sur le coin du nez, quoi. Ouais. Ouais, et puis sans doute qu'au niveau de notre âme, il y a une volonté sous-jacente d'aller attirer certaines situations pour justement créer les déclencheurs, etc. Donc ce qu'on croit parfois subir est en fait une création, bon, si ce n'est toujours en fait, mais d'un plan plus profond finalement. Euh, mais je trouve tellement ça passionnant comme sujet, parce que d'une part, ça nous fait regarder notre vie et nos défis, épreuves, obstacles qu'on rencontre dans notre vie complètement différemment. Mais ça nous permet aussi, je trouve, sur l'angle de la famille, de regarder les choses différemment. Et je sais que c'est souvent un truc qui bloque pour beaucoup de personnes. Et c'est marrant, tu vois, là, j'écrivais un petit truc sur ça pour un podcast, sur pourquoi est-ce qu'on choisit notre famille et comment est-ce qu'on vient aussi s'incarner avec eh bien une certaine histoire familiale, avec un certain chemin, des talents, des dons, parce que là on a parlé beaucoup des casseroles à nettoyer, mais on bénéficie aussi de merveilleux cadeaux, dons, talents, capacités qui nous viennent aussi de ces informations-là, que ce soit famille, collectif, etc., nos vies passées. Euh, et, et voilà, et donc on peut regarder aussi notre famille, notre karma familial comme quelque chose de magique et se dire que, ah, on n'a pas choisi notre famille pour rien. Mais je trouve que la petite nuance, c'est de se dire comment est-ce que je conscientise que je viens dénouer des schémas répétitifs, nettoyer des karmas transgénérationnels qui se sont tant répétés, sans sentir que sur mes épaules pèse, en tout cas, c'est peut-être quelque chose que moi j'ai ressenti dans ma vie de manière générale, tu vois, que sur mes épaules pèse la responsabilité de guérir le monde, en fait, parce que là je parle de la famille, mais ça peut être aussi quand on est sensible l'humanité, de voir certaines problématiques se répéter encore et encore, etc. Euh, voilà, donc je voulais peut-être partager ça avec toi. Comment est-ce que tu vois les choses de comment ne pas tomber dans, dans cette surresponsabilité qui est aussi par rapport à ce que tu disais, les personnes super engagées. Parfois, j'appelle un peu le syndrome du bon élève, tu sais. On veut tout bien faire, mais au final, on entre encore dans une pression et parfois aussi une culpabilité, une volonté qui, derrière une exigence qui peut être saine, il y a parfois vraiment cette volonté de tout faire bien et du coup, une forme de rigidité avec soi qui peut aussi être déséquilibrante. Ouais, bah souvent même dans le bien faire, il y a de l'inconscient. De toute façon, il y a de l'inconscient partout et souvent, enfin moi je vois bien dans le syndrome de la bonne élève, par exemple, même moi, mes guides finalement, j'avais un rapport avec eux comme j'avais avec mes parents, vouloir faire plaisir, vouloir tout faire bien, qu'on soit content de moi. Mais finalement, moi là-dedans, est-ce que je suis contente de moi? Donc c'est vrai que il y a enfin de toute façon vu qu'il y a de l'inconscient partout, il y a des dossiers à traiter absolument partout. Après, je pense que pour se libérer du côté poids sur les épaules, responsabilité universelle, il y a à se dire que déjà, si on est sur une responsabilité personnelle et qu'on fait ce qu'il faut à cette échelle-là, bon, bah déjà, ça va libérer des choses.
Donc, même déjà, quand tu travailles sur toi, et puis donc, ça a forcément une incidence sur tes relations avec les autres, bah, si ça libère un truc au niveau de ta famille, ça libère même un truc au niveau mondial, puisqu'on est tout le temps un fractal, une représentation symbolique de quelque chose de plus grand autour de nous. Donc, même justement, avec la loi de la responsabilité, du miroir, tout ça, il y a ce truc de se dire, je travaille d'abord sur mon intériorité qui va avoir ensuite une influence sur l'extérieur. Bon, les raccourcis, si c'est paisible en moi, potentiellement, je vais créer plus de paix autour de moi. Si je suis dans un état d'unité, ben, je vais être plus en lien aussi avec les autres. Et je pense c'est de se dire, de toute façon, il y a cette notion d'interdépendance qui est là, au centre de cette grande toile universelle. Donc, si moi, je fais ce qu'il faut à mon niveau, bon, ça a forcément une incidence sur les autres. Donc, de toute façon, on peut pas finalement faire beaucoup plus que ce qu'on fait déjà pour nous concernant et autour de nous, même si on peut aller dans des causes humanitaires, etc., évidemment. Mais je pense que justement, c'est là qu'il y a un appel, je pense, à la conscience. C'est parce que même si on fait des choses pour les autres, mais que derrière, il y a de l'inconscient, on reste dans des schémas, en fait. C'est-à-dire que là, bah, on est dans le fameux triangle de Karman, on est en mode sauveur. Mais si on fait ça, c'est-à-dire qu'on va entretenir énergétiquement bah, les victimes et les bourreaux. Donc, de toute façon, à un moment, ça demande vraiment de sortir de l'inconscient au maximum, qui est toujours caché derrière nos actions, qui est poussé bah, par l'ego pour avoir une réponse à nos besoins d'amour, de valorisation, de reconnaissance et tout. Donc là, c'est plutôt un appel à travailler sur l'ego. Moi, j'adore ce travail-là. Et celui-là, il est décapant. Et après, comment faire pour pas sentir aussi qu'on subit un karma familial? Parce qu'il y a des legs karmiques. Après, comme tu le disais, il y a des legs karmiques qui sont aussi très positifs. Tu vois, il y a des familles qui ont fait des belles choses et tu sens vraiment que leur descendance surfe sur un bon karma, si on peut dire ça comme ça permet d'avoir des fois une manifestation de sa réalité plus rapide, plus d'opportunités, voilà. En amour, ça va, il n'y a pas de blocage, etc. Enfin, voilà. En général, tout ce qui va bien, qui n'est pas dysfonctionnel, c'est quand même un héritage karmique, soit de nos ancêtres, soit même de nous, des choses qu'on a fait de bien. Donc voilà, ça c'est chouette. Il faut penser à remercier parce que c'est vrai qu'on se focalise souvent sur les legs qui sont plutôt chiants et voilà, qui sont relous, qui se matérialisent avec des schémas dysfonctionnels. Mais moi, je sais, enfin, comme je te disais tout à l'heure, il y a l'idée de pouvoir dézoomer aussi, de se détacher du personnage pour ramener de l'énergie qui vient de vraiment plus haut. Et ça libère plein de trucs. Personnellement, j'ai pas trop l'impression de subir un karma familial ou quoi. Alors forcément, il y a plein de dossiers, mais j'ai toujours eu ce recul-là. Après, moi, je vois bien, si, là où je paye, enfin, je paye pas, parce qu'on paye pas, je dis tout le temps, on rachète un karma, on ne paye pas, mais j'ai l'impression que je trinque un peu avec ça. C'est plutôt mes origines amérindiennes, où franchement, il y a eu beaucoup de mes ancêtres qui ont été tués. Donc moi, j'ai plutôt, par contre, cette peur de qu'on vienne m'attaquer sur mon territoire, un sentiment d'insécurité. Tu vois, j'ai du mal à aller me promener en forêt sans me dire qu'on va me sauter dessus, essayer de me tuer. Donc c'est pour ça que je parle tout le temps des croyances et des peurs et tout. Donc ça, c'est des trucs que je vais travailler bientôt. Mais par exemple, ça, c'était pas à maturité encore. Mais potentiellement, ça va peut-être monter en degré jusqu'à me bloquer, j'en sais rien, hein, si ça doit venir à être traité. Mais en tout cas, oui, il y a des petites choses comme ça qui nous impactent, mais en même temps, ben, grâce à mes ancêtres amérindiens, je pense que ben, j'ai cette connexion naturelle à l'invisible. Donc, il y a tout le temps aussi un pan positif et puis un pan qui l'est peut-être un peu moins. Mais de toute façon, sans parler de mes ancêtres, même au niveau de l'inconscient collectif, de toute façon, la peur de l'insécurité, enfin, avoir cette peur, enfin, être dans l'insécurité, c'est un truc qu'on a, quoi. Donc, En tant que femme aussi, en plus, il y a ces en tant que lignées-là. femme. Donc voilà, tu rajoutes des dossiers aux dossiers, des résonances aux résonances, et ça te donne des énormes problématiques karmiques. Ouais. Mais Ouais. Ouais, je crois peut-être pour conclure ce partage, en tout cas ce que je prends, bah, tu as donné plein d'outils et effectivement vraiment j'invite tous les auditeurs à aller lire ton livre parce que c'est très éclairant et je trouve toujours ta façon d'aborder les choses à la fois simple mais puissante, profonde, avec des belles questions qui font bouger et ça, I'm all for it. Vraiment genre yes, on y va. Mais là dans ton dernier partage, je me dis bah oui. Prenons ça aussi comme clé, c'est-à-dire que soyons dans la conscience au quotidien, tout simplement, comme par exemple, ah tiens, il y a une petite peur qui émerge dans cette circonstance, ou bien, ah tiens, j'ai une réaction émotionnelle dans cette circonstance, ou bien, ah tiens, j'ai ce don et cette capacité que je peux activer dans certaines circonstances de ma vie.
Et je crois que ça commence peut-être aussi par là, ce chemin de transformation et de libération karmique, de voir ça et de se dire, d'accord, qu'est-ce que je fais en fait de ces informations-là? Et en fait, c'est ça qui nous permet aussi de rester sur cette voie du milieu, de voir quand on fait un petit pas de côté, quand on se tord la cheville, quand voilà, il y a des petites choses comme ça qui se manifestent, mais c'est puissant, c'est beau et j'ai envie de partager cette phrase que mes guides m'ont dit un jour et je la rappelle tout le temps. Ils me disent quand tu te guéris, tu guéris le monde. Et j'adore parce que j'ai l'impression que c'est un peu mon mantra, tu vois, oui, comment est-ce qu'on Oui. peut soi-même se transformer pour plus de lumière, en cadeau pour le monde, en fait, tout simplement. Euh, Mm. voilà. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose pour terminer, ou une idée qui te vient, ou quelque chose que tu aurais voulu qu'on partage sur cette thématique? Non, mais je pense que c'est plutôt quelque chose d'hyper simple. En fait, je sais qu'on entend parler de méditation à tout va et tout, mais ça me semble être un petit peu la base. Parce que pour pouvoir prendre ce recul quant aux choses et pour pouvoir justement sortir du personnage, sortir de l'ego, revenir au soi, pour revenir dans notre justesse et dans la juste posture, comme je dis tout le temps, la juste posture évite les impostures. Et dès qu'on va pouvoir être à l'écoute de soi-même et voilà, être en dehors des réactions, peut-être un petit peu en dehors de l'émotionnel pour ensuite y revenir, ben, c'est depuis cet espace qu'on va pouvoir peut-être avoir une parole juste, une action juste, etc. Donc c'est juste que ça me paraît être la base. Et souvent, les gens en spiritualité, ils vont chercher hyper loin les outils, les trucs, les machins. Mais en fait, tellement, enfin, juste la méditation, ça me paraît tellement être la base. Et je pense que des fois, on oublie un petit peu. Et c'est juste, j'avais envie de rappeler ça parce que souvent les gens me disent, ouais, mais je commence par quoi? Ben, juste médite. En fait, déjà, vu ton niveau d'hyperactivité mentale, si déjà, enfin, émotionnelle, bah, tant que déjà, il n'y a pas une redescente à ce niveau-là, c'est quand même assez dur de sortir des schémas karmiques puisqu'on va continuer dans la réaction et avec tous les petits mini-moi de la personnalité qui sont déjà le résultat de plein de blessures émotionnelles et de blessures karmiques et tout. Donc, juste, je voulais rappeler ça parce que ça me paraît être capital en fait. Ouais, t'as raison. Et des fois, les choses les plus simples sont les choses les plus puissantes et profondes. Et donc, Ouais. je te remercie vraiment pour ça. Avant qu'on se quitte, j'avais envie qu'on... Bon, d'une part, je rappelle ton livre qui s'appelle Karma, mode d'emploi. Je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai eu en version Je l'aime. digitale. Vas-y, je t'invite à le Et montrer. ma photo. Ouais, très joli. Et on mettra de toute façon les liens en dessous. Vous pouvez vous le procurer en librairie, chez votre libraire de quartier, en ligne également, dans vos librairies habituelles. Et puis, Mallory et moi faisons une jolie retraite ensemble, qui sera du 24 au 28 juillet 2024, qui s'appelle Magie intérieure, et dans laquelle on va se reconnecter à notre magie, à notre joie, à plein de choses. Il reste quelques places. Euh, mais peu. Donc, on mettra les liens en dessous pour que vous puissiez vous inscrire aux informations et recevoir l'email le moment venu. C'est ça? Je... Exactement. Super. Enfin, sinon, ils peuvent direct s'inscrire s'ils ont envie sur la Oui, il y a page. déjà la possibilité. Ok, bah super. On mettra le lien en dessous, qui sera donc aussi, je le rappelle, dans ton lieu qui s'appelle la Cambrousse, qui est un écolieu dans lequel vous avez des animaux, vous faites pousser tout un tas de choses de manière biologique, avec le cœur, et ça c'est trop trop top. Et puis aussi, je veux rappeler tout ton travail, parce que tu fais beaucoup de choses, à la fois sur le plan audiovisuel, tu as des formations, beaucoup d'ouvrages, des oracles, etc. Et donc, je vous invite vraiment grandement à aller découvrir le travail de Mallory. Sur l'ego, on en a parlé, tu as une formation aussi, Ego Detox, un livre aussi, me semble-t-il, sur la question. Bref, plein d'outils pour justement se sentir guidé, accompagné dans ce cheminement. Donc voilà, je vous recommande ça chaudement. Et puis Mallory, merci du fond du cœur pour ta présence, tes partages, ta lumière, et au plaisir de se retrouver très bientôt. Je te remercie vraiment beaucoup pour tes belles questions et ta belle énergie aussi. Merci beaucoup. À bientôt tout le monde et prenez soin de vous.